quand une partie de toi-même, c'est par exemple d'être alsacien, provençal, bourguignon, lorrain, ch'ti, tu sais, il y a plein d'identités, hein, wallon, flamand, tout ça. Tu as plein d'identités. Quand on te l'enlève, c'est très facile de le remplacer par autre chose. Tant que c'est là, ça se met en travers du chemin de la mondialisation heureuse, c'est-à-dire la dictature mondiale. Je pense que quand tu as tellement défendu ton identité, elle devient encore plus profonde et plus forte à l'intérieur de toi et tu ne peux pas y renoncer facilement. Dans ces petits villages où vous avez été, il y a eu des populations qui se sont enfermées dans l'église parce que c'était l'endroit le plus fortifié du village avec des portes, avec des murs épais. Et parce que les Turcs venaient et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient une razzia des régions qui se rebellaient. Ils capturaient tout le monde, ils vidaient complètement le village et ils les vendaient comme esclaves. Et c'était une grande technique pour se débarrasser d'une région à trouble. Tu prenais les gens, tu en faisais des esclaves et du coup, tu faisais d'une pierre deux coups parce que la région était pacifiée. Tu mettais d'autres populations à la place et puis tu avais de la main-d'œuvre gratuite. Le prêtre disait que il valait mieux mourir que d'être pris et réduit en esclavage, en plus par des infidèles. Donc il se faisait sauter, tout le village. Ils attendaient que les soldats soient très près de l'église en train de vraiment les attaquer et ils faisaient tout sauter. Et c'est ce qui est sidérant de voir aujourd'hui avec l'Union européenne, c'est comme les pays sont en train, les nations sont en train de disparaître sans rien dire. Sans rien dire. On dit ça disparaît, personne ne dit rien. Ou très peu. Puis ceux qui disent sont méchants en plus. Aujourd'hui en France, si vous dites que vous êtes pour votre nation, on vous regarde comme un attardé d'extrême droite. La nation, c'est un mot banni, c'est un mot vilain. C'est un mot interdit maintenant. Regardez, tu ne peux pas dire que tu es fier d'être français ou que tu es français ou que tu veux une nation. Si tu utilises ce mot, c'est alors vraiment, c'est fait exprès tout ça, pour nous amener vers un universalisme de Davos, de l'OMC, de l'ONU et tout ça. Parce que tout ce à quoi l'homme s'identifie va ralentir l'avènement de l'intelligence artificielle et des biomachines. Pour qu'on fasse des biomachines, il faut que l'homme n'ait plus vraiment d'identité. Identité de genre, identité de pays, de culture. Il faut l'enlever. Donc quand une partie de toi-même, c'est par exemple d'être alsacien, provençal, bourguignon, lorrain, ch'ti, tu sais, il y a plein d'identités, hein, wallon, flamand, tout ça. Tu as plein d'identités. Quand on te l'enlève, c'est très facile de le remplacer par autre chose. Tant que c'est là, ça se met en travers du chemin de la mondialisation heureuse, c'est-à-dire la dictature mondiale. Et regardez, on fait ça partout. Le drapeau européen, maintenant, il est mis partout systématiquement. En France, par exemple, on ne dit plus du tout la France, on dit la République. Écoutez, hein, Macron a même dit « la France n'existe pas ». C'est la République. Parce qu'après, la République, ça ne veut rien dire. La République de quoi? Toi, tu es une République. Quand tu rencontres des gens, tu dis « bonjour, je suis d'une République ». Non, souvent, tu vas dire « je suis français ». Tu viens d'où? Je suis de la Réunion, je suis de Belgique. Tu vois, tu dis quelque chose, quoi. Tu rattaches à une terre, à un territoire physique. Tu es ancré, tu as une racine géographique. Moi, je suis typiquement d'une génération où on nous a appris que c'était mal et que c'était complètement arriéré, comment on appelait ça, réac. Hein, c'est réac. C'est réactionnaire de dire que tu viens d'un territoire, d'un terroir. Et plus on fait ça, plus on valorise les terroirs avec des appellations d'origine contrôlée. Le vin, le fromage et AOC. C'est un label. On labellise les produits selon des énormes cahiers de charges de l'Union européenne, mais on délabellise les humains. Vraiment, j'ai été éduqué dans cet esprit que ça n'avait aucun intérêt et que même c'était réac. Donc, quasiment nazi, facho. Tu vois, un attachement à la terre, un attachement à ta notion de nation, un sentiment de fraternité qui vient d'une nation commune. Il fallait nécessairement que je me sente plus fier d'être frère avec un Éthiopien que je n'ai jamais rencontré et où je ne suis jamais allé, dont je ne sais rien, je ne sais même pas s'il existe en fait.
qu'avec quelqu'un, juste parce qu'on était français. Il fallait absolument que cette notion soit enlevée. Je n'ai jamais eu de drapeau français dans les mains. J'ai jamais chanté la Marseillaise. On ne m'a jamais dit « nous sommes français »,« nous en France ». On ne m'a jamais instillé ce sentiment. Et quand je suis allé en Amérique, aux États-Unis pour la première fois, j'étais très jeune, ça m'a énormément choqué. Comme les Américains n'arrêtent pas de parler de l'Amérique, qui sont fiers d'être Américains, ils vont dire « nous les Américains », ils ont des drapeaux américains chez eux pour rien. Tu dis c'est la fête nationale, non, non. Moi, je ne sais pas du tout ce que sont les valeurs de la France. Moi, c'était touche pas à mon pote, l'Europe, plus de frontières, abolition des frontières, une monnaie unique. C'était mon idéal de vie. Puis après, j'ai compris qu'en fait, on m'avait manipulé pour un agenda politique dont j'étais incapable d'imaginer les conséquences. Incapable. Tu sais, à partir du moment où tu renommes les choses, où tu manipules les mots, l'impact est colossal. Tu vois, par exemple, aujourd'hui aux États-Unis, on ne dit plus pédophile, on dit personne attirée par les mineurs. Minor Attracted Person, les MAPS. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre, je suis MAPS et je souffre beaucoup de discrimination, de diabolisation de la société. Je voudrais partager avec vous mes sentiments parce que je suis un être humain et j'ai droit au respect. Ça va arriver. Et après, ça sera quoi? Dieu seul sait. Les mots sont très importants. Donc à partir du moment où on t'enlève que tu es français, parce que moi je ne me suis jamais senti français, parce qu'on ne me l'a jamais transmis. Je trouvais les monuments aux morts ridicules, je trouvais les anciens combattants des vieux cons, avec leurs médailles, leurs bérets, leurs fauteuils roulants, leur 14 juillet. J'ai jamais été au défilé du 14 juillet militaire. Je trouvais que c'était un défilé de pseudo-virilité des hommes politiques, avec leurs canons dressés, leurs missiles, tu vois. Je trouvais ça complètement réac. Parce que l'avenir, ce n'est pas la guerre, c'est la paix et la fraternité universelle. La seule chose qu'on m'a enseignée, c'est la Révolution française et les bienfaits qu'elle avait apportés, la lumière sur le monde. C'est la seule chose. Mais c'était un vague souvenir. Maintenant, l'étape suivante de la Révolution française, c'était l'Union européenne. C'est l'abolition des frontières et le développement des pays sous-développés, tu sais, l'exportation de notre modèle de société, bien sûr, l'Organisation mondiale du commerce. Moi, quand ça a été créé, que j'en ai pris connaissance, je trouvais ça génial. Je me suis dit, mais les marchandises vont circuler librement. Donc c'est la liberté. Schengen, c'est la liberté de circulation. Tu te dis, toi, qu'est-ce que tu prends dans ta vie personnelle? Des fois, tu ne voyages pas, tu n'es pas un homme d'affaires qui en avait marre de passer la frontière 15 fois par année. Tu dis, ah, c'est la liberté. On va être tous plus libres. Et effectivement, tu es français, tu viens acheter une maison en Grèce ici, c'est très facile, il y a une liberté administrative. Mais c'est un détail par rapport à tout le reste. Les Grecs, il y a pas longtemps, ont combattu pour leur indépendance, pour juste leur existence, leur survie. Et ils ont survécu à plusieurs siècles de tentatives d'éradication. Donc leur identité et leur sentiment d'existence, qui vient du fait qu'ils sont grecs, est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. Parce qu'ils ont failli le perdre à plusieurs reprises, de nombreuses fois, dans plein de circonstances dramatiques. Tu vois, par exemple, à Athènes, il y a un quartier qui s'appelle Nea Smyrni, la nouvelle Smyrne. Smyrni, c'est une ville en Turquie, c'était une ville grecque. Et c'est la nouvelle Smyrne parce que dans les années 10-20, pendant le génocide arménien, il y a eu aussi un génocide grec. Et donc les Turcs ont voulu éradiquer la population pour avoir sur leur territoire une seule religion, une seule langue, un seul peuple. Et donc, ils ont fait pression pour que les Grecs, qui étaient là depuis 3000 ans, tu comprends, les Grecs étaient en Turquie depuis beaucoup, beaucoup plus longtemps que les Turcs. Les côtes de la Turquie, Smyrne et tout ça, c'est occupé par les Grecs depuis la nuit des temps. Hein. Ils ont voulu définitivement chasser tout le territoire continental, récupérer le territoire continental. Donc, d'un côté, à l'est, les Arméniens, et au centre et à l'ouest, virer tous les Grecs. Et donc, plein d'habitants de Smyrne ont survécu. Ils ne sont pas morts de faim, ils ne sont pas morts assassinés, mais ils ont pris un bateau
Et ils ont laissé derrière eux leurs maisons, leurs terrains, leurs business, leurs usines, leurs boulangeries, leurs entreprises, leurs paysages, tous leurs souvenirs, leurs cimetières, leurs tombes, leurs ancêtres. Donc ils ont créé ces communautés, par exemple le quartier de Nouvelle-Smyrne, près d'Athènes, qui maintenant est dans Athènes. Alors après, il y en a plein de ces Grecs-là, même des mêmes générations parfois, qui finalement sont partis en Australie, au Canada, en Allemagne, aux États-Unis, pour émigrer. Mais vous allez aux États-Unis aujourd'hui, vous savez quand quelqu'un est d'origine grecque. Il le dit, il le sait, il a pris des cours de grec, il est allé dans une école d'immigrés grecs, il garde très très fort ce sentiment d'identité. C'est intéressant de voir comment ça se construit et comment ça se déconstruit. Très intéressant. Et je vous dis qu'il faut se méfier, même dans la spiritualité, de ces idées mondialistes, universalistes, parce qu'elles sont utilisées et manipulées. Moi, je suis allé en Afrique et j'ai eu un choc parce que je me suis rendu compte qu'on n'était pas les mêmes. Et que si on a un point commun au-delà de nos différences, on a des points communs, on a des différences. Et que nier les différences ou ne pas les vivre ou ne pas les utiliser pour absolument être comme l'autre, c'est l'anéantissement de l'être. Nous sommes venus faire une expérience unique et spécifique à chacun, par ce que nous sommes, hommes, femmes, nationalité, tempérament. Et cette idée de faire disparaître les différences, c'est comme un médicament chimique. Prends un antidouleur et tu ne sentiras plus ton problème. Sauf que quand l'antidouleur disparaît, ton problème, évidemment, il est toujours là, tu ne l'as pas réglé. Nions les différences parce que ça sera plus facile de vivre ensemble dans les mégacités. Regardez, c'est antinaturel, profondément anormal et impossible de faire cohabiter des milliers, je ne parle même pas de millions ou de dizaines de millions, hein, je ne parle pas de Mexico ou Sao Paulo, juste des milliers de personnes, de faire cohabiter des milliers de personnes très différentes, de cultures différentes et tout, c'est impossible, ça n'existe pas. Les seuls endroits où vous avez ça dans le monde, ce sont des ports ou des carrefours commerciaux. À Marseille, il y a toujours eu des gens du monde entier parce que c'est un port. Donc, pourquoi ça se passait très bien entre le juif, l'arabe, le chrétien? Mais parce que chacun avait un intérêt personnel à être là et à supporter les autres et délimiter ses relations. On pouvait nouer des amitiés, bien s'entendre, être amis vraiment. Mais le juif restait le juif, le chrétien restait le chrétien, le musulman, les noirs étaient entre eux. Chacun avait aussi son identité qu'il voulait conserver. Et c'est parce qu'ils étaient dans un carrefour commercial ou un port qu'ils étaient capables de vivre ensemble. Dès que vous sortez des gros carrefours des villes cosmopolites, des anciennes cités, il y a une identité et un terroir. Allez parler aux Bosniaques et aux Serbes, qu'on a forcés à vivre ensemble en Yougoslavie. Dès que ça a été possible, pourtant la Yougoslavie, c'était, moi j'y étais sous le régime communiste, c'était un petit paradis. Hein. C'était organisé, ça roulait bien, les gens ne mouraient pas du tout de faim, c'était très bien. Il n'y avait aucune criminalité. C'est un luxe aujourd'hui en France, hein, quand on parle de ça. Dès qu'ils ont pu, ils ont voulu récupérer leur territoire serbe, bosniaque. Bien sûr, c'est sous la pression américaine qui a voulu les diviser, mais ce n'était pas difficile à allumer ce feu. Donc méfiez-vous, même en spiritualité, de cette croyance en une universalité, parce que notre état d'être incarné fait que nous sommes spécifiques. Et va en hôpital psychiatrique, tu vas voir des êtres qui ne savent plus qui ils sont. Ben, ils sont plus fonctionnels. Donc la stratégie, c'est de gommer les différences, de les nier à tout prix. Et quand on les nie à tout prix, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? Demande aux gens qui habitent à Bobigny. Tu t'auto-censures. Hein? Tu ne dis plus joyeux Noël, tu dis oh ben, bonne fête. Parce que tu veux froisser personne. Tu t'auto-censures. Tu nies ta différence. C'est ça, vivre ensemble? C'est pas ça. Vivre ensemble, c'est être chacun qui on est et partager quelque chose en commun, non?
Ce n'est pas un camp de redressement en Russie ou en Chine avec un uniforme et un numéro. Mais ça va commencer à ressembler à ça. Quel est l'uniforme des jeunes? Certains types de vêtements, certains comportements, certains vocabulaires. Vous ne trouvez pas ça dingue que plein de jeunes se mettent à parler avec un accent de banlieue? Ils ne sont pas de ce milieu social et ils se mettent à parler avec un certain accent. C'est un uniforme qu'ils prennent. Parce qu'ils veulent être comme l'autre, avec l'autre. Et ils s'auto-censurent. Ils vont limiter leur nombre de mots, supprimer du vocabulaire qu'ils ont appris de façon culturelle pour parler comme les autres. Je n'ai pas d'exemple parce que je ne suis pas de ce milieu, mais on va dire quoi? Je kiffe. Bon, il y a plein de mots. Wesh. Non, mais c'est incroyable. Hein. Alors, on va nous dire peut-être que c'est un enrichissement culturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on était pauvre. La Provence, c'était pauvre. Le Toulousain, c'était pauvre. La Lorraine, c'était pauvre culturellement. L'Alsacien, l'Alsace, c'était pauvre. Heureusement, il y a un enrichissement culturel, parce que les pauvres Alsaciens, vraiment, quelle cloche. C'est ça que ça veut dire? Mais attends, c'est ce qu'on nous dit. Hein. C'est de la richesse culturelle. Mais quand tu es riche, ça va bien, merci. Hein. Les régions françaises, c'était de la pauvreté, c'était de la stupidité, vraiment. Tu sais, par exemple, tu vois en Bretagne, eh ben, on ne connaissait pas le curry. On mangeait des crêpes tout le temps avec du beurre. Vous ne connaissiez pas le curry et l'huile d'olive? Je vais vous enrichir culturellement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas. Moi-même, je suis le premier à aimer les choses du monde entier. Hein. Mais je vous dis qu'il y a un agenda derrière tout ça, qui est une uniformisation des populations. Et ce n'est pas un enrichissement culturel et une diversité culturelle, c'est une acculturation. C'est une acculturation totale. Vous savez où on observe ce phénomène de façon assez spectaculaire? C'est en Afrique. L'Afrique, c'est intéressant parce que c'est très nouveau, ce processus, et c'est très accéléré. Je prends cet exemple parce que je le connais, mais je suis sûr qu'on voit la même chose au Brésil, on voit la même chose en Asie. Vous avez la destruction de l'agriculture et de la paysannerie dans tous ces pays, et l'exode rural. C'est ce qu'on a vécu nous en France, mais on l'a oublié, parce que nous, on est tous des enfants de gens exilés, qui ont quitté leur ferme. Donc, vous avez tous ces gens qui arrivent en ville, en Inde aussi, on voit ça bien sûr, beaucoup. Ils arrivent en ville, et ils sont de différentes ethnies, de différentes régions, de différents peuples, avec différentes traditions. Ils arrivent en ville, et ils n'ont pas les conditions matérielles pour bien vivre. Ils ne sont pas organisés. Ils survivent. Et là, vous avez la première chose qui arrive, c'est un délitement des liens familiaux. Parce que les liens familiaux sont structurés d'après notre façon de vivre. Quand la famille qui avait ce terrain avant ici, il y a 50 ans, arrivait ici, il y avait le petit garçon, le moyen garçon, le grand garçon et l'ancêtre. Et il y avait une hiérarchie, et donc les liens étaient structurés par la connaissance de la culture de l'olivier et des autres cultures. Ça crée nos relations. Et si ton grand-père te disait « Non, non, ne coupe pas cette branche, tourne autour de l'arbre, regarde, il faut couper celle-là ». Tu lui disais pas « Non, mais t'es qu'un vieux réa, que moi j'ai regardé un tuto sur YouTube ». Tu comprends? Tu comprends rien, t'as rien compris. L'instit à l'école nous a expliqué la vérité. Tu lui dis, tu comprends? Lui, il savait et toi, tu ne savais pas. Et un jour, ça serait toi qui saurais. Et tu aurais la responsabilité de ce que tu allais dire au suivant. Tu étais très, très conscient. Quand tous ces gens arrivent dans les grandes villes, tous ces liens-là se défont. Pourquoi? Parce que le père, il essaye de trouver un petit boulot, quasiment de l'esclavage. Les gamins, il faut qu'ils mangent, donc eux aussi, il faut qu'ils se mettent à travailler. La mère aussi, il faut qu'elle se mette à bosser. Donc, toute l'organisation sociale est complètement défaite. C'est des nouvelles situations. Et il y a des personnes qui se sont intéressées à ce phénomène parce qu'on l'observe en temps réel. On sait que c'est ce qui c'est arrivé en Europe. Nous, à partir de 1830-1840, vous avez eu la révolution industrielle en Europe et l'explosion de nos villes dans toute l'Europe.
Nos ancêtres ont vécu ça, avec une perte de mémoire. C'est-à-dire que ces enfants, personne ne leur dit « tu es de telle ethnie, nous on est de tel clan, notre animal totem c'est cela, notre tradition ». On leur dit rien, ils sont là comme ça. Donc, c'est étudié par des sociologues, des ethnologues qui se passionnent pour ces processus et qui disent qu'il y a un phénomène en Afrique d'acculturation. Non seulement auprès de ces familles qui sont jetées comme ça dans la rue, qui viennent de la campagne, mais même auprès des urbains en général. Il y a un oubli de plus en plus rapide de leur spécificité, de leur langue, de leur culture, de leur tradition, de leurs contes, de leurs légendes, de leurs mythes. Il y a un oubli. Même l'Afrique est malade d'Alzheimer. C'est l'Alzheimer du monde. C'est une acculturation. Parce que ce n'est pas une culture qui est remplacée par une autre. C'est une culture qui est enlevée et qui est remplacée par rien. Donc bien sûr, tout le monde maintenant en Afrique a des téléphones avec un écran et une connexion Internet. Tout le monde. Donc l'acculturation s'accélère parce que les jeunes commencent à prendre des réflexes de nouveaux modèles, des Noirs américains. Donc par exemple, ils vont faire du rap et ils vont parler de sujets de société américains, pas de leur pays. Ils vont prendre des intonations, des gestuels, des manières, des poses, des intonations de voix. La voix, c'est tout un continent à explorer à l'intérieur de nous, hein. Tout un monde. Lorsque des jeunes, je ne sais pas moi, de Ouagadougou, se mettent à faire du rap, donc à prendre les rythmiques, les notes, les intonations, les prononciations de Noirs américains qui vivent à Chicago, dans des ghettos atroces, il y a un transfert d'énergie et c'est une acculturation totale. Je sais que maintenant on peut dire la culture pop, la culture du rap, la culture américaine. Enfin, s'il y a bien un pays qui n'a pas de culture, c'est les États-Unis. Moi, j'ai grandi dans le mythe, vous l'avez sûrement appris à l'école, du melting pot. C'est le melting pot. Aux États-Unis, c'est merveilleux. Alors un melting pot, ça veut dire un pot dans lequel tu fais fondre des choses. Littéralement, ça veut dire ça. Donc, tu prends des gens du monde entier, des Grecs, des Italiens, des Espagnols, des Juifs, des Noirs, des anglophones, des Français, tout ce que tu veux, tu les mets dedans, et ils vont fondre pour former une nouvelle nation d'une nouvelle nature. C'est réussi, hein? Waouh! Merveilleux, c'est extraordinaire. Quand vous allez aux États-Unis, vous avez vraiment une sensation de bien-être et de sérénité et d'épanouissement culturel profond. C'est une nation damnée, les Américains. Ils sont damnés et maudits parce qu'ils n'ont pas de terre. Et ils ne réussiront pas à en avoir une. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, nous? Les États-Unis d'Europe. C'est ce que Napoléon avait déjà pressenti. Il voyait l'émergence de méga-empires et il a voulu faire un méga-empire européen dont la France aurait été le meneur. Ce qui est très très intelligent. Non, c'est idiot, en vrai. Mais du point de vue politique du monde de l'homme, c'est un avant-gardiste, un visionnaire. Et ceux qui l'ont combattu, c'était pour faire la même chose à sa place. Les Allemands ont essayé, les Anglais aussi. L'Angleterre a énormément essayé de faire ça. Donc ils se sont ligués pour détruire Napoléon parce que c'était ils voyaient qu'il leur avait piqué une super idée, ils voulaient la réaliser eux-mêmes. Et les Allemands ont réussi, c'est l'Allemagne qui fait l'Europe. Hein. Elle a gagné la Deuxième Guerre et elle gagne la Troisième. Vous voyez, il y a une autre façon de regarder ce qui se passe, de regarder ce qu'on nous présente comme quelque chose de bien. Il y a une autre façon de voir. Dès qu'on vous amène loin de la terre, il y a un loup. L'homme est fait pour pouvoir s'éveiller, grandir, avec uniquement ce qu'il a autour de lui. Tu sais, on dit ça par exemple quand tu te fais piquer par une plante irritante. Si tu as le poison, tu as le remède juste à côté. On dit ça. Mais c'est valable à tous les niveaux. Sauf que quand tu es à Bobigny, ben c'est pas vrai, ça ne s'applique pas. Ne prends pas ça en le transposant au niveau spirituel, j'ai besoin de rien, tout est là, c'est pas vrai. Tu es à Bobigny dans un immeuble, c'est pas là. Tu as tout dans la nature.
en regardant les choses naturelles. Alors à Bobigny, tu peux quand même voir la nature, hein, je ne dis pas. Mais tu ne peux pas dire que tout mon immeuble et toutes les situations et tous les gens autour de moi m'éveillent et m'alimentent dans ma démarche. Parce qu'on est dans un monde trop artificiel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, mais il y a beaucoup moins. Si vous vivez dans un endroit naturel, dites-vous que vous n'avez besoin de rien d'autre que ce qui est réel, physique, matériel autour de vous pour croître, grandir et évoluer. Si on vous dit que vous avez besoin de quelque chose d'autre ailleurs, des fois effectivement il faut apprendre une technique, vous apprenez quelque chose de précis, ça ne veut pas dire. Mais tu vois les hommes ici par exemple, à l'âge de bronze, beaucoup se sont mis à croire que s'ils n'avaient pas de bronze eux-mêmes, ils n'étaient plus rien. Ils restaient en rade de l'évolution. Ils ne participaient pas à la course glorieuse du progrès de l'humanité, l'avenir radieux. Tu sais, c'était les slogans de l'Union soviétique de Mao Tse-tung, l'avenir radieux. Ils avaient ce sentiment, si je n'ai pas le nouveau métal, la nouvelle pierre. Tu te rends compte, ici, on retrouve des pierres qui viennent d'Afghanistan, qui étaient transportées et vendues. C'est incroyable. Et d'ailleurs, le métal, il y avait du métal qui venait d'Afghanistan. À pied, c'est un voyage de dingue. Les petites vallées des montagnes et tout. Tu ramenais du lapis lazuli. Tu ramenais de l'étain de Cornouailles. T'imagines? C'était dingue. Et tu avais ce sentiment que si toi, t'en avais pas, t'étais pas t'étais pas au top, t'étais pas, tu vois, respectable. Tu n'étais pas la personne que tu pouvais être. Tu sais, c'est les gros slogans du développement personnel américain. Je veux devenir la meilleure version de moi-même. Non, moi je veux être juste qui je suis.